ce qu'on se sent vraiment à fond. Et voilà, présent là, c'est chaud, les seins. Ça, si tu veux, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais par contre, si tu vends, oui, effectivement, très très bien. Et le plan, c'est si tu trouves des. Si tu arrives à trouver des terrains et tout ça. Le mec qui arrive à trouver un terrain au Luxembourg et qui arrive à prendre un terrain, il est au max, tu vois, avec un projet immobilier et tout. Tu fais un projet et c'est bon, ça c'est bon. Dans la ville de Luxembourg même, c'est un village. Mais peut-être tout. Non, t'as la c'est comme Monaco, quoi. Ah ben voilà, c'est pas possible. On imagine donc tout ça pour dire quoi? Que le chemin a été long et tortueux, que ça a été très compliqué, que les premières scènes que j'ai été demandées, pourquoi j'ai organisé des plateaux d'humour, c'est parce que la première fois que je suis allée demander à jouer quelque part, la fille à qui j'ai demandé, elle organisait une petite scène ouverte dans une cave. Et je lui dis voilà, je voudrais venir jouer, j'ai écrit un sketch, est-ce que je peux venir tester? Elle me dit bah écoute, on m'a envoyé un CV, une liste de tout ce que tu as déjà fait, une vidéo si tu l'as. Tout ça pour jouer dans une cave. Elle est sérieuse? Ben, j'ai organisé mon truc moi-même, je dis mais moi je vais pas demander, non. Donc j'ai été organiser moi-même un plateau d'humour, je me suis débrouillée pour trouver un théâtre, je me suis associée avec quelqu'un avec qui j'aurais pas dû, et on a organisé ces plateaux d'humour-là au départ. Et donc ça me permettait en fait en organisant un spectacle par mois de venir tester à chaque fois 5 ou 10 minutes d'un nouveau sketch. Et donc en fait quand on fermait la porte, je passais par la fenêtre, et donc à chaque fois qu'il y a eu des difficultés quelque part, bah, au lieu de renoncer et de se dire bon bah tant pis la vie elle a pas voulu, parce qu'il y a eu des escroqueries, je me suis fait arnaquer, je suis tombée sur des gens pas corrects, mais à chaque fois je me disais c'est pas grave, on s'en fiche, tu laisses le mauvais de côté puis tu continues d'avancer. Et donc j'ai tourné pas mal avec ce spectacle, j'ai joué en Belgique, Suisse, Luxembourg, Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Montréal, Londres, Dublin, Burkina Faso, ouais c'était pas mal. Je suis allée au Canada aussi plusieurs fois et donc Dieu merci, en fait les graines que j'ai plantées, elles ont fini par fleurir, et puis on a commencé à m'appeler Agnella dans le centre. Et donc les gens entendent parler de mon spectacle, et puis à chaque fois on me propose, et c'est comme ça que se crée le réseau. Donc certes, je ne passe pas énormément à la télévision, mais le peu de passages que j'ai fait ont servi quand même à mettre la lumière sur mon travail. Et là, on m'invite un peu partout, et je suis ravie de faire ce que je fais. Donc je sillonne les routes, je suis tout le temps en vadrouille. Et en fait, un jour, il y a une maison d'édition qui s'appelle First, qui est venue me voir, en me disant voilà, est-ce que ça te dirait de raconter ton parcours? Mais tout ça m'a intéressé. Moi, je suis pas auteur, enfin, mais si, tu t'écris tes propres spectacles. Donc d'une certaine manière, t'es auteur. Je vois, mais non, parce que j'écris pas moi en fait. Je suis une grosse arnaque, moi, je raconte des histoires que j'ai vécues. Mais je me dis, c'est pas grave, tu vas raconter ton histoire. Je dis, ouais, mais je sais pas si je suis originale, mais si on vient de chercher, c'est qu'on sait que ça peut fonctionner. Et donc, bah, ils m'ont proposé d'écrire le bouquin, je me dis, pourquoi pas. J'ai accepté, et genre, 3 mois avant la sortie du livre, j'ai pété un câble. J'ai fait des crises d'urticaire, je pleurais la grosse fois, j'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Les gens ils vont se foutre de moi, ça va être tout pourri. Et donc je me suis rendue malade, vraiment. Ma peau ça allait pas. Et puis ma petite sœur, elle est prof de lettres, elle m'a aidée en fait à la rédaction du bouquin. Donc toutes les erreurs de syntaxe, etc., bah, elle était là pour les corriger avec moi. Et donc j'ai pu raconter mon parcours. Et je vous avoue que j'étais hyper flippée, j'attendais avec impatience les retours des premiers lecteurs, puisque je me suis dit, mais est-ce que ça va intéresser des gens? Qui ça peut intéresser pour mon parcours? Et puis, à mon avis, la maison d'édition, ils se sont dit, bon, elle a 200 000 followers, s'il y a 10% qui achètent, elle est livre d'or, ça va. À mon avis, c'est comme ça qu'ils ont dû fonctionner. Après, je ne suis pas convaincue qu'il y ait 10% qui ont acheté, mais les personnes qui ont acheté quand il est sorti m'ont fait de très bons retours en me disant que c'était un beau parcours de vie, que c'était motivant, que ça donnait envie de se battre pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, moi au début, je ne pensais pas avoir de légitimité en écrivant ce bouquin. Et finalement, ben, l'écho qu'il y a pu avoir, ça m'a quand même un peu réconforté et apaisé. Je me suis dit, ça va, je ne suis pas complètement une arnaque. Ça va, calme-toi. Mais au final, quoi vous dire de plus que j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé, où les gens me disent bah, j'espère que tu iras loin, et je dis mais je suis déjà loin, j'imaginais pas que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait.
Si on m'avait dit il y a quelques années, voilà, bah, tu vas aller faire tant de pays, tu vas jouer dans tant d'endroits, j'y aurais pas cru. Au-delà du fait de voyager, ce que j'adore dans mon métier, c'est que je rencontre beaucoup d'amour chez les gens qui me suivent et qui m'apprécient. Et donc chaque fois que je vais dans un nouveau pays, je rencontre des gens qui m'accueillent chez eux comme si je faisais partie de leur famille. Et c'est juste magique parce que j'ai l'impression de découvrir de nouveaux membres de ma famille à chaque voyage. Genre là j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, et puis il y a une fille qui m'appelle et qui me dit écoute, non, elle m'envoie un message sur Insta en me disant ma fille t'adore, est-ce qu'il y a moyen qu'on te voit avant que tu partes? Je dis bah écoute, je pars ce soir, donc ça va être compliqué. Elle me dit ah mince, mais tu es dans quel coin? Elle me dit moi j'habite juste à côté du président. Et je lui dis bah je crois que je suis là justement. Et elle me dit oh non j'y crois pas, elle me dit mais écoute j'habite à tel endroit. Puis elle m'envoie des messages pour m'expliquer où elle habite. Et j'arrive chez elle, la nana elle avait une baraque façon Dallas, tu vois, Dallas, une grosse baraque immense. Et elle vient me voir, mais comme une gamine super surexcitée, en me disant ah là je t'aime trop, puis ma fille elle t'adore et tout. Donc sa fille vient, elle était super contente. Et elle me dit mais la prochaine fois que tu viens, Samia, il n'y a pas d'hôtel. Elle me dit tu vois ça, c'est un appartement qu'on réserve en fait, on loue aux gens. Elle me dit eh ben il est là pour toi. Donc la prochaine fois que tu viens à Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hôtel, tu viens chez moi. Et en fait ça, je l'ai rencontré dans presque tous les endroits où je suis allée. Donc que ce soit des gens qui ont beaucoup de sous ou des gens qui n'ont rien, j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont dit mais attends, t'es malade ou quoi? Hôtel? Quel hôtel? Non, non, tu viens dans ma maison. Au Canada, je me suis fait une copine à Montréal, elle m'a laissé tout un étage de son appartement en me disant Samia, voilà tes clés, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, ici c'est ta maison. Et quand je reviens la fois d'après, elle me dit hey, attention, tu vas chez quelqu'un d'autre. Tu vas pas chez quelqu'un d'autre. Tu m'as trouvé, tu viens chez moi. Et donc, je pense que c'est ça que j'ai pu gagner le plus en fait, c'est toutes ces rencontres, toute l'humanité que j'ai pu recevoir en fait. Moi j'aime le contact avec les gens, jusqu'à cette semaine. Cette semaine, je vous avoue, je commençais à saturer. Parce que, sans déconner, en temps normal, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime discuter. Mais quand tu es en deuil et que les gens ne comprennent pas, je t'avoue, à un moment, des fois, t'as un peu envie de les coller, tu vois. Là, tu sais, c'est un peu une petite histoire parce que ça me fait du bien d'en parler. En fait, vous savez tous que mon papa est décédé, puis à son âme le 30 octobre. Et donc, il était dans le coma pendant 2 semaines, 3 semaines avant de mourir à son âme. Et un jour, je devais aller à l'hôpital, et j'attends le taxi, et il y a une fille qui arrive au milieu du chemin, et elle me dit « Oh, Samia Roseman !» Et moi, avec mes yeux gonflés de Franklin la tortue, ma voix de Barry White du matin, ma gueule défoncée, je la regarde, je lui dis « Oui, c'est moi. » Et elle me dit « Oh, je vous aime trop !» et tout. Je dis bah, « Merci, c'est gentil. » Elle me dit « Ça va ?» Je dis « Bah non, ça va pas en fait. Elle est dans le coma, et là, aujourd'hui, ils vont me dire si je me dérange ou pas. Elle me dit « Ah, je suis désolée. » Mais je voulais faire une photo en fait, est-ce que c'est possible peut-être? Elle dit ah je bloque la route là. Et elle va me dire meuf, c'est ton cerveau qui est bloqué. Mais j'ai pas pu le dire parce que mes parents m'ont donné une trop bonne éducation, donc moi je suis une bouffonne dans la vie de tous les jours, je suis pas capable de dire ce genre de choses. Donc j'ai ravalé le truc et je lui ai dit bah ouais, tu bloques la route. Et puis elle est partie. Et dès que j'ai fini avec elle, je suis remontée chez moi, j'ai changé de foulard, j'ai mis un hijab comme ça, j'ai caché toute ma tête, et j'ai dit comme ça, personne ne va me parler aujourd'hui. C'est génial parce que j'aime les gens. Et en fait, je suis convaincue que si je réussis aujourd'hui à faire ce que je fais, c'est parce qu'on me soutient, et c'est parce que les gens me suivent, et c'est parce qu'il y a toute cette effervescence autour de moi. Sauf qu'il y a des moments où, malheureusement, on n'a pas tous la même éducation, et c'est compliqué d'expliquer aux gens que là, tu peux pas en faire. Donc toutes les fois où on m'arrête pour demander une photo, pour prendre le corps avec moi, etc., je le fais toujours. Je dis jamais non. Parce qu'attention, si une fois tu dis je peux pas, je suis en train de faire quelque chose, la personne, ah non mais attends, comment elle se la raconte? Ah mais je te raconte pas, non mais là, elle s'écrit pour Beyoncé. J'ai juste demandé une photo, elle. Non, mais, un jour je négociais un prêt avec mon banquier, j'étais en mode découvert, tu vois. Et je parle avec le banquier au téléphone et je pratique, je fais ah! Et je lui dis, pardon, elle fait ah. Elle part. Et je reste pas loin, je finis la conversation avec le banquier, et je raccroche, et je vais la voir, je lui dis pardon, en fait, c'est pas que je voulais pas te parler, c'est juste que je suis dans le rouge, et j'essaie de négocier avec mon banquier, que je pouvais pas le trouver pour faire une photo ou une bise, tu vois. Elle me dit non, mais il n'y a pas de problème. Donc je dis c'est ça, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pas vu la tête que t'as fait, arrête. donc, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a aussi le revers de la médaille, c'est que oui, c'est extraordinaire que ça commence à marcher, puis que les gens suivent les systèmes, et t'es beau, etc. Mais après, il y a de temps en temps où tu as envie d'être seul, et tu as envie d'être face à toi-même, ou que tu n'es pas dans ton assiette et que tu peux pas. Et malheureusement, les gens ne sont pas forcément en mesure de le comprendre.
Donc alors dans ces cas-là, soit tu restes enfermé chez toi ou tu sors avec un niqab au risque d'aller prendre une amende. Soit tu pètes un plomb, mais non, moi, normalement je suis pas dans cet état d'esprit-là. Moi j'aime les gens, j'aime prendre le temps, j'aime expliquer et des fois c'est juste difficile quoi. Vous vous rendez pas compte, hein, parce que vraiment il y a des cassos. Je vous jure qu'il y a des cassos. Il y a des gens que vous ne pouvez pas imaginer. C'est parce que vous ne vivez pas dans ma peau. Si vous vivez dans ma peau, quoi. Genre, moi une fois il y a une nana, elle est venue à la fin du spectacle, sans mentir, elle m'a fait faire 50 photos. Sans mentir. Mets-toi par là. Non, mets-toi plutôt comme ça. Non mais attends, je vais faire une photo de profil. Non mais cette photo-là, elle me plaît pas. Attends, voilà. Je veux dire, mec, je suis pas en même temps en fait. Tu vois, je suis pas à ta disposition pour faire des photos. Tu vois, on a fait une photo, stop, va-t'en, comprends, tes parents ils t'ont pas expliqué. Faut pas abuser des gens. Tu vois, normalement t'as envie de dire ça, mais tu peux pas. Donc moi j'étais en mode bouffonne de ok, d'accord. Et puis à la fin, quand quelqu'un vient me voir, il me disait ça va, t'as saoulé, je dis j'en pouvais plus, merci d'être venu. Mais tu peux pas, ça veut pas sortir en fait de ta bouche. Donc voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça, je sais pas. En tout cas, moi ça m'a fait du bien de vous parler. Parce que, bon, en fait, je crois que mon problème, c'est que je ne sais pas faire semblant. Et peut-être que c'est pour ça que les gens suivent et qui aiment ce que je fais, j'en sais rien, mais j'invente rien. Tout ce que je raconte, c'est que des histoires que j'ai vécues. Le passage au Jamel Comedy Club avec tous les accents, c'est tous les accents que j'ai rencontrés dans mon quartier où j'ai grandi. Pardon, quand j'imite les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais, Qu'est-ce que tu racontes? Faut que je fasse les accents. Si tu veux que je raconte, je peux le faire, mais de la façon que tu veux. Il y a ma meilleure amie, elle est malienne, j'ai grandi avec elle. Et en fait, j'allais tout le temps manger chez elle, c'est comme ça en fait que je me suis habituée à l'oreille. Et donc j'ai été élevée au Tchéboudienne, au Mafé, au Yassa, au Saga Saga, et j'aime trop leur manière de parler. Et la maman de mon ami, elle disait, ouais, tu sais, les Arabes là, ils sont pas très gentils, hein. Voilà, les Soudanais là, ils t'aiment, toi tu es son frère, mais si tu veux me marier avec quelqu'un de sa famille, jamais va. C'est ça, non? Et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Moi j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ils sont festifs, ils font tout le temps la fête. C'est même dans la difficulté, même quand ça va pas, ça va quand même. Ils rigolent tout le temps, ils sont toujours là. Et puis j'aime leur manière de draguer. Une fois je marchais en Côte d'Ivoire comme ça, il y a un gars qui me regarde, il me dit ah, mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? On n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a fait. Sans pudeur, non. Il me l'a dit en face, on n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a fait. Et puis, je sais pas si vous avez, ils ont eu des attentats. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui se sont fait tuer au bord de la mer, à la mitraillette. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient plus y aller à cause de ça. Une semaine après les attentats, ils ont fait une chanson. On n'a pas peur, on n'a pas peur. J'ai dit, nous, on pleure encore ici. Non, ils ont une joie de vivre qui est incroyable, un détachement par rapport à la vie qui est fou. Ensuite, il y a les Camerounais. Je dis, les Camerounais, quand ils parlent, ils chantent, tu vois, ils font des longues phrases, mais pour rien du tout. Ah, c'est qui comme ça, les conflits, qui se sont précédemment produits. Yeah, mon frère, il y en a pour une heure à finir une phrase. Une fois, je suis montée avec une Camerounaise dans un covoiturage. Et pendant le trajet, elle m'a fait pleurer de rire. Elle m'a dit, moi, je ne comprends pas les filles qui achètent des cheveux des gens pour mettre sur la tête. Ça, je ne comprends pas. Quand c'est cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas. Hein. Mais celle qui achète des cheveux des gens pour mettre sur sa tête, ça, je comprends. Elle dit donc que la fille qui a vendu ses cheveux, elle a vendu parce qu'elle avait problème d'argent. Et puis toi, tu prends le problème des gens et puis tu mets sur la tête. Et c'est pas ces cheveux de 3, 4, 5 personnes au devant. Ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de toi. Des fois, même ces cheveux de jument au devant, si ta main ne va pas te couler derrière. Mais comment tu vas être plus drôle que ces femmes-là? Moi, les gens me disent comment ils crient. Je dis, mais j'écris pas. J'écris pas, les gens, ils sont drôles. Tu passes, tu regardes et tu écris. Tu répètes ce que t'as vu, c'est tout. Mais d'ailleurs, dans les commentaires sur YouTube, parce qu'il y a plein de commentaires et puis je les vois tous, tu vois. Et il y a une fille qui a écrit, non mais de toute façon, elle a rien de drôle, elle sait juste imiter les gens. Oh bah ouais, moi j'ai jamais dit le contraire. Parce que moi j'ai dit que j'étais drôle, j'ai jamais dit. Moi depuis le début j'ai dit que j'étais une arnaque. Je sais juste imiter les gens. À force de les écouter, en fait, et de les observer, c'est ça aussi. Moi, papa il me dit, et à son âme, il me dit, moi je comprends pas. Toi tu se moques des
religion, et puis eux, ils rigolent. Et papa, c'est ça que tu n'as pas compris, c'est que je ne me moque pas, en fait. C'est que j'aime tellement les gens, que je les écoute, et que je les imite parce que je les aime. Comme les artistes qui imitent leur papa et leur maman, c'est pas parce qu'ils se moquent d'eux, c'est parce qu'ils les aiment et c'est les personnes qu'ils aiment le plus. Donc c'est pour ça qu'ils les imitent. Je dis, maman, c'est la même chose, en fait. Je dis, imagine, papa, demain, il y a un Asiatique qui vient voir et il te fait la différence entre le Tunisien, l'Algérien et le Marocain. Tu vas pas dire comment il sait. En fait, ça, c'est la force de l'amour que tu as pour ces gens-là qui fait que tu arrives à les imiter. Et donc, j'ai jamais eu des gens qui se sont fâchés dans ma salle parce que j'avais imité les accents. Il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des messages genre oui, appropriation culturelle, moi je dis laisse pas, toi-même tu connais pas ton pays, tu viens parler avec moi. Ne peux pas me fatiguer. Donc il y a des gens qui te cassent la tête avec des commentaires comme ça à 2 francs, où ils disent qu'en fait tu es là pour singer les gens, etc. Mais ils ont juste pas compris. S'ils étaient venus voir le spectacle, et qu'ils avaient pris le temps d'écouter ce que je raconte, ils comprendraient qu'en fait c'est tout le contraire, que j'essaie de faire honneur justement à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et à ces gens que j'ai pu fréquenter, avec qui j'ai grandi. Moi, c'est une ode à l'amour en réalité. J'essaie d'être un pont entre les différentes cultures. Quand j'imite celui-là ou celui-là ou celle-là, c'est une manière de dénoncer les petits travers qu'on a chacun, puis les stéréotypes qu'on a les uns sur les autres, pour mieux se connaître entre nous et puis pour mieux s'apprécier. Dans ma salle, quand les gens viennent, on rigole tous ensemble. On ne se moque pas de quelqu'un en particulier. On rigole les uns des autres, mais on rit ensemble et c'est jamais méchant. Je ne suis pas, moi, dans la provocation, dans la méchanceté, non, je suis dans quelque chose qui rassemble les gens. Et donc, un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire, c'est que ton spectacle devrait être considéré d'utilité publique. C'est pour ça qu'on l'a écrit en fait sur le livre, parce que j'ai au moins 4-5 personnes, dont des journalistes, qui sont venus me dire ça, en me disant, mais en fait, tu fais le pont entre les gens, tu fais le lien. Et au début, c'était pas évident, parce que quand j'ai commencé dans l'humour, ceux qui m'ont côtoyé, c'était d'abord ma famille, mes amis, la communauté maghrébine ou musulmane en général, ensuite ça a été la communauté afro, et puis toucher au-delà, c'était compliqué. Donc il a fallu faire des petites opérations de buzz à droite à gauche, une petite vidéo par-ci, un truc par-là, dénoncer ci, dénoncer ça, pour qu'il y ait d'autres personnes qui me découvrent. Donc il y a une vidéo, notamment celle des attentats, qui a fait beaucoup de buzz, où je portais un hijab et je demandais aux islamistes intégrés, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes, de choisir une autre religion parce que nous on en a marre. Et cette petite vidéo que j'ai faite, elle a fait des millions de vues, elle a été beaucoup partagée, d'abord au Canada, parce que je l'ai faite pour les Canadiens, après un attentat qu'il y a eu là-bas, mais ensuite elle a été partagée ici. Et c'est là où on m'a enfin invité sur toutes les chaînes télé à grande écoute, en gros, un peu plus généraliste, parce que pour l'instant j'avais fait que les télés communautaires. Et c'est là où on a enfin commencé à parler de moi. Mais c'était compliqué quand même, parce que moi je savais pas que en dessous de ma tête, il y aurait marqué Samia, humoriste voilée. Et je dis, pardon, je suis pas compris en fait. Parce que quand t'invites Gad Elmaleh, tu marques humoriste juif. Et quand t'invites Canada, tu dis l'humoriste noir qui a des lux. Non, je dis pas. Pourquoi est-ce que tu as besoin de préciser ça? Ce qui est important, c'est que je sois humoriste, on s'en fiche de la manière dont je suis habillée, de ce que je pratique, de ce que je veux représenter. Ce qui est important, c'est le propos. Et c'est fatigant parce que même quand tu es un peu dans des émissions comme ça, où genre on te met à l'honneur et on te laisse parler, ben quand des fois tu envoies des punchlines, on les enlève au montage. Et tu te dis, c'est dommage quand même, tu vois. Quand je suis allée chez Ardisson, à un moment, il faisait un débat sur le cannabis, la légalisation du cannabis. Et à un moment, Ardisson me regarde et me dit, alors, et vous, Samia, le cannabis, halal, haram Je dis, en fait, je savais pas que j'avais été invitée en tant qu'imam de la soirée. Et là, tout le monde a rigolé sur le plateau, puis ça, ils l'ont enlevé au montage, ils m'ont pas laissé. Et donc, moi, je suis là pour faire mon travail d'humoriste, je suis pas là pour revendiquer ma religion, etc. Je vous ai parlé du foulard, parce que ça faisait partie du processus et que ça expliquait pourquoi je me suis lancée dans l'humour. Mais sinon, sans ça, je voyais pas l'intérêt de mettre le doigt là-dessus, en fait. Pour moi, ça relève presque de la sphère privée. J'ai écrit juste un petit bout de sketch sur le voile, où j'en parle parce qu'il fallait dédramatiser. Je parle aux gens qui me disent, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Je dis, bah au début j'avais essayé sur les pieds, mais c'était galère pour marcher. plein de conneries comme ça, tu vois, aux gens, des petites vieilles qui vont me voir tirer de l'argent, qui disent, oh, si je servir d'une carte bancaire. Oui, et accessoirement, je comprends même le français. Et donc, ce sketch-là, il est là pour dédramatiser et pour décrisper sur le voile. Mais en réalité, je n'en parle pas, à part ces 3 minutes-là dans le spectacle, tout le reste, ça parle de plein d'autres choses. Et au début, ce sketch-là, je l'avais mis au début du spectacle. Mais il y a des gens qui se sont crispés, genre, comment ça, elle défend le voile, je ne rirai pas. Et j'ai eu des commentaires de, oui, je viens au spectacle pour me défendre et sûrement pas entendre quelqu'un défendre le port du voile. Ah non, en fait, déjà, t'as rien compris parce que je ne défends pas, j'en ris. C'était une manière de te décrisper aussi. Et puis de deux, c'est dommage de s'être braqué, parce que pendant tout le spectacle, elle était comme ça. Alors maintenant, je fais la maline. Le sketch sur le voile, je l'ai mis vers la fin.
Comme ça, pendant 30 ou 40 minutes, les gens ils rigolent, ils m'aiment bien, et après c'est trop tard. Ils ne peuvent plus s'échapper, ils m'aiment bien. Donc voilà, j'essaye un peu de changer la perception des choses à mon humble niveau et avec ce que je suis capable de faire pour essayer de rassembler les gens. Donc voilà, c'est vraiment ça le travail que j'essaie de faire. Je suis là pour partager du bonheur et de l'amour avec les gens et on s'en fiche de la couleur, de la nationalité, de l'origine, de ta religion, de ce que tu pratiques, on s'en tape. Ce qui est important, c'est qu'on soit des humains, c'est tout, et qu'on reste humains les uns avec les autres. Quand j'ai perdu mon papa, paix à son âme, dans la chambre d'à côté, 2 jours avant, ils avaient débranché un monsieur qui avait presque le même âge que lui, il avait 1 an, je crois, et qui était juif. Et en fait, dans le couloir, on se croisait entre filles qui portent le foulard et monsieur avec l'équipa. Et chacun on se souhaitait du courage. Et là, tu vois qu'en fait, devant la mort, on est tous égaux. Alors moi, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, on va dire Samia, faut que tu parles de la polémique du voile, Samia, faut que tu défendes. Je vais dire, déjà, c'est pas le moment. Et de deux, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? Et à un moment donné, il faut qu'on arrête de se prendre en tête avec des choses ridicules et qu'on retourne à l'essentiel. Peut-être que si on arrêtait de parler de tout ça et de relayer les informations du BFM et de toutes ces merdes, peut-être que les choses changeraient. Moi, ce qui me fatigue, c'est quand tu rentres dans un kebab, le mec il a une barbe comme ça, puis il te met BFM en faisant tu leur donnes de l'audimat, qu'est-ce que t'as pas compris? C'est bon, à un moment donné, peut-être qu'on doit étouffer toutes ces polémiques-là et faire en sorte qu'elles n'existent plus. Parce que on devient, nous, obsédés par tout ça. Moi, je sais que ma petite sœur, genre, elle passe son temps à lire tous les commentaires des fachos sur les réseaux sociaux, elle me dit oh, faut qu'on parte, mais quel qu'on parte? On est né ici, on a grandi là, mais français, c'est quoi le problème? On paye les impôts ici, on travaille là, on contribue à cette société. Donc il n'y a aucune raison de vouloir partir. Bon, je vous dis ça, mais moi je suis la première à vouloir m'en aller. Non, je déconne. On va rester comme parce que. Non. C'est compliqué. Moi j'étais déconnectée. Là, ça va. Je vous le jure, ça va. Mais plus je découvre des endroits dans le monde et plus je me dis qu'on vit au Moyen-Âge, on est pathétique. On est pathétique. Moi j'attendais mieux que ça du pays dans lequel j'ai grandi et de toutes les valeurs qu'on m'a enseignées ici. On a la chance d'être dans un pays où tu n'as même pas besoin de sortir pour voyager parce qu'il y a des gens de partout et que c'est ça qui fait la beauté de ce pays. Et c'est dommage en fait qu'on focalise sur des absurdités juste parce qu'on veut détourner l'attention des vrais problèmes. La directrice qui s'est suicidée, personne n'en parle, les professeurs qui sont à bout, personne n'en parle, mais les accompagnatrices qui portent un foulard, on en fait des scandales. Et les gars, arrêtez. Bon bref, je m'étale trop, je vous ai trop raconté ma vie. En plus, elle va mettre ça sur les réseaux sociaux, je suis foutue moi. Mais est-ce que vous avez des questions? Bravo. Bah, bravo. Mais voilà, les barrières, elles sont dans la tête. C'est juste ça qu'il faut dire. Il faut enlever les barrières qu'on a dans la tête. Et la seule personne qui peut s'afficher de ce que vous avez en handicap, c'est vous. Alors tu t'échappes comme ça, sans bien revenir sur ta pensée, ton passage. Il arrive tout de suite. Tu l'as envoyé, justement, tu l'as envoyé. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier Bibliothèque de m'avoir invité et de faire ce qu'il faut, parce que vraiment, c'est un super travail. Et merci à Ossine qui est venue me voir en disant oui, c'est un petit truc sans prétention. C'est comme si j'étais Beyoncé pour de vrai, tu vois. Alors que voilà, j'ai passé un super moment en votre compagnie et j'espère juste que je vous ai pas fatigué la tête. Il n'y a pas de questions. Si, bien sûr. Ah oui, voilà, bah, on va passer aux questions. Merci beaucoup, on va passer aux questions, donc encore le temps, voilà. Vous en prie, première question. J'ai beaucoup joué à Paris. J'ai joué au moins pendant 4 ou 5 ans et ça m'a coûté très cher parce que je dois savoir que la promotion publicitaire, c'est faire des grandes affiches dans le métro, ça coûte 24 000 € la semaine et tu me dis achevez-moi tout de suite. Donc pour l'instant, j'ai rien prévu. Je joue demain en Bretagne si tu veux venir avec moi. Je joue à la Gacilly demain. Mais sinon, les informations, elles seront sur Facebook. Je mets sur les réseaux sociaux ou sur Facebook ou sur Insta. Donc peut-être qu'il y aura d'autres programmations en banlieue. Je sais qu'il y a un gars de la mairie de Stein qui est en train de voir s'il y a moyen de me faire revenir parce que dans la fin, ils n'avaient pas communiqué comme il fallait. Donc il est possible que je revienne en banlieue, mais je ne sais pas encore. Et là, je suis dans l'écriture du prochain spectacle. Comme celui-là, je vais jouer à Paris. Il y a plein de gens qui me disent c'est quand d'écrire un nouveau. Ben, je suis obligée. Donc je suis en train d'écrire un nouveau.
Merci. Mais vraiment, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, plaisir partagé. Moi, je suis ravie. Vraiment, je l'ai vraiment découvert par hasard. À la télé, je n'avais jamais entendu parler de toi. Désolée. Tu vois, j'aurais pu continuer à jouer encore longtemps le même spectacle. Tu vois, les gens qui disent c'est quand il est à nouveau, tout le monde l'a vu. Regarde, il y a encore des gens qui l'avaient pas vu. Par le comité, on a eu des places. Donc voilà. Et puis. Ah, mais t'es là le jour de l'enregistrement? Non, pas du tout. D'accord. Ok, j'aime bien le nom, pas du tout. Non, mais Ok, mais alors tu parles des places de quoi? non, de places que les comités d'entreprise. Voilà. Donc ton nom, il m'a sauté aux yeux, mais parce que je t'avais découvert à la télé. D'accord. Parce que parmi 50 spectacles qu'on propose, tu vois. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est des tarifs intéressants, ça nous permet d'acheter. Tu remarques tout cela. Ouais, mais le problème, en fait, je pense que c'est qu'il faudrait, dans tous les milieux sociaux, essayer d'initier les jeunes à y aller parce qu'il y a des tarifs préférentiels qui sont disponibles et qu'on ne connaît pas forcément. Donc si personne ne vient leur dire à ces jeunes des quartiers populaires, par exemple, qu'ils peuvent avoir des places beaucoup moins chères en passant par des kiosques jeunes ou par tel ou tel groupe ou par billets réduits, et bien forcément, ils ne le sauront pas. Moi, j'ai eu cette chance, c'est que quand je prenais des cours de théâtre au lycée, eh bien, ils nous emmenaient voir des pièces de théâtre. Et ça faisait partie en fait de l'atelier. On nous a emmenés à la Comédie Française, on a été découvrir les classiques, etc. J'ai découvert Molière avec l'école en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du théâtre. C'est le classique. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus peut-être d'animateurs de quartier ou d'enseignants ou d'accompagnants qui parlent à ces jeunes-là et qui leur donnent les clés pour pouvoir découvrir et puis qui les initient, qui leur donnent envie. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait ça en fait. Parce que forcément, quand tes parents sont illettrés et que ça ne fait pas partie de leur culture d'aller au spectacle, ben toi, ça ne va pas être quelque chose qui va de soi. Moi, quand je me suis retrouvée au conservatoire avec des Edgar et des Mathilde qui parlaient de Dostoïevski, de la formation d'acteur et de machin, j'étais à l'ouest. Et j'avais honte, tu sais. Et des fois, ils parlaient de trucs et je faisais genre, je connaissais, alors je connaissais pas. Tu vois. Et en fait, parce que eux, leurs parents parlaient théâtre à la maison. Et qu'on les emmenait voir ces spectacles-là. Et donc, c'est pas évident, en fait, quand t'as pas quelqu'un qui t'initie. Et je pense que les jeunes n'ont pas forcément l'idée tout seul d'aller découvrir ça. Mais nous, on a eu cette chance avec Chisouba d'avoir une professeure de français qui s'appelait Ismera, qui a repris contact avec moi en plus, tu vois, et qui nous a donné l'envie d'aller voir des spectacles, de découvrir le théâtre et de s'intéresser à tout ça. Elle a modernisé un petit peu quelques textes qu'on a pu jouer ensemble, elle nous a fait travailler des improvisations théâtrales, et c'est ça qui nous a donné envie. Et donc je pense qu'il faudrait d'autres personnes comme ça, au sein de tous les quartiers populaires, qui donnent envie à ces jeunes de découvrir. Et justement, à propos de ça, est-ce que tu as connaissance de troupes qui, entre guillemets, délocalisent un peu de Paris même, par exemple, aux alentours, en banlieue, ou des cours de théâtre, ou qui amènent des pièces? Dans chaque ville, normalement, il y a des associations de théâtre. Et on peut les trouver. Quand tu te rapproches de ta mairie, tu demandes est-ce qu'il y a une compagnie qui donne des cours, etc. Et il y a toujours moyen de trouver. Moi, je sais que là où on était, à Clichy-sous-Bois, le professeur, il venait nous donner des cours au lycée. Pour nous, c'était gratuit. Et il donnait des cours à Livry-Gargan pour d'autres qui payaient parce qu'eux, ils avaient les moyens. Et donc, un jour, il nous a dit, bah, venez, ceux de Clichy-sous-Bois, venez avec nous à Livry-Gargan. Et on se retrouve avec ceux qui payent, mais on n'est pas au courant qu'eux, ils payent et nous, on ne paye pas. Tu vois, et donc, du coup, moi, je sais que mon chéri, c'est là-bas que j'avais rencontré un cours de théâtre. Et il me dit, ah ouais, vous payez pas. Bah écoute, c'est la même classe sociale, si tu veux que je te dise, on vient des quartiers populaires, toi t'as les moyens, tu travailles, tu vois. Mais voilà, donc je pense que dans toutes les villes, il doit y avoir des petits ateliers qui se font et des compagnies qui donnent des cours de théâtre ou alors des conservatoires municipaux. Parce que les conservatoires, c'est là-bas moi que je suis allée pour prendre des cours de théâtre. En fait, ils prennent tous ceux qui sont en dessous de 26 ans. C'est entre 18 et 26, donc c'est une autre tranche d'âge. Mais sinon, il y a aussi pour les petits. Quelqu'un d'autre a des questions? Ouais. Déjà, bravo. Toi, bravo. Et ensuite, par rapport à ton livre, du coup, comment ça se passe aujourd'hui? C'est sorti il y a combien de temps déjà? Il est sorti il y a un an. Il y a un an, d'accord. Et tu as fait des rencontres sur c'est lié aussi à ton métier. Oui, ben en fait, ce que je fais, c'est que généralement, je le propose à la fin du spectacle. J'ai fait quelques séances de dédicace où je me suis déplacée dans des villes un peu perdues en France. Et c'était cool parce que ça a permis à des gens de venir me rencontrer alors qu'il n'y avait pas de spectacle de prévu chez eux. Donc ils étaient contents. Mais généralement, ce que je fais, c'est que je le propose à la sortie du spectacle. Et comme les gens ont passé un chouette moment avec moi, quand ils sortent, ils ont envie d'avoir une suite qu'ils emmènent chez eux. Et donc, ils
vraiment très facilement un spectacle. Et du coup, l'expérience d'écrire un livre, toi, t'as... Je t'ai dit crise d'urticaire, j'ai pleuré du pourquoi, j'ai dit oui, pourquoi, j'ai dit oui. Mais au final, c'est comme si t'accouchais d'un bébé, tu vois. C'est comme si tu misérais avant, et puis le jour où il sort, tu te dis, mais enfin là, c'est matérialisé, tout ce que... Parce que c'est mon parcours en fait qui est matérialisé dedans. Je parle de la perte de ma maman, qui est à son mère, je raconte plein de choses littératives, donc je fais rire, mais je fais aussi pleurer dans le bouquin. Et c'est quelque chose de plus complet peut-être que le spectacle. Et comment en plus je me livre sans filtre, bah, du coup, les lecteurs m'ont dit quand on lit, on dirait que c'est toi qui nous parles, on t'entend parler. Et donc, bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui m'apprécient, qui ont acheté le bouquin. C'est surtout eux. C'est pas des gens qui venaient découvrir en disant tiens, c'est quoi ce bouquin? Ah, ça a l'air pas mal, qu'est-ce que c'est? Femme de couleur. Et non, c'est surtout des gens qui me suivent un peu et qui apprécient mon travail. Et du coup, si on ne se connaît pas du tout et qu'on... Je pense que ça pourrait pas parler à quelqu'un qui ne se connaît pas du tout. Bah, il y a des gens qui m'ont fait des retours en me disant je te connaissais pas, quelqu'un m'a prêté ton livre que j'ai beaucoup aimé, et est-ce que tu as un spectacle de prévu dans le coin parce que j'aimerais bien voir du coup. Donc c'est déjà arrivé dans ce sens-là, mais je t'avoue, très peu de fois. C'est surtout des gens qui me suivent déjà, qui me connaissent ou qui voient un peu la personnalité que j'ai, qui m'ont déjà vu sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je t'ai dit, j'ai fait plein de petits passages un peu à droite à gauche, je vais dans plein d'endroits et sur plein de médias où on m'a découvert à un moment donné. Donc tout ça, c'est des petites graines que tu plantes et qui font qu'après, dans la tête des gens, bah, ils savent un peu du pied, tu vois. C'est très bien d'avoir écrit un livre parce que justement, peut-être comme tu dis, ça peut donner à tous l'envie d'écrire en disant que si on sent les études du droit, etc., et que bah, y a des gens qui nous trouvent, pourquoi pas nous, pourquoi pas moi, etc. Et du coup, il y a un prochain livre, c'est 7 ans. Je sais pas pour l'instant, c'est pas prévu. Là, pour l'instant, déjà, il faut que j'écrive un deuxième spectacle. Ouais. Et je t'avoue que c'est compliqué. Là, je suis un peu dans le flou. Tu vois, je joue demain en Bretagne. J'ai oublié mon texte. Parce que ça fait un mois que je m'occupe de mon papa. Enfin, ça fait 2 mois qu'il est malade. Ça fait 2 mois que je n'ai plus du tout la tête à tout ça. Que je suis allée à mes engagements, que je faisais des petites scènes de 15-20 minutes, c'est rien du tout. Mais là, le spectacle d'1h30, que ça revienne, j'ai envoyé un message à mon assistant, je lui dis envoie-moi le spectacle, faut que j'ai le texte, faut que je le relise, parce que j'ai la tête vide, j'ai plus rien. C'est compliqué en fait quand tu dois vivre ça, et qu'à côté bah, tu dois continuer de faire rire les gens. Merci. Mais bizarrement, un jour, je devais monter sur scène, et j'ai appris 5 minutes avant de jouer que ma mère venait de faire un accident de voiture et que sa tête avait traversé le pare-brise. Et je ne savais pas dans quel état elle était. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, la salle était complète. J'ai pleuré et je suis montée sur scène et c'est l'une des fois où j'ai le mieux joué de toute ma vie. Comme si toute cette tristesse, toute cette peine, je l'avais transformée en belle énergie et en amour que je donne aux autres. Et que c'est une manière en fait d'oublier la douleur. C'est une façon d'exorciser en fait tout ça, toute ma peine, Et c'est fou, mais il m'est arrivé des trucs super durs que j'ai pu surpasser juste grâce au public en fait. Je sais qu'au mois de mars, il m'est arrivé un truc assez compliqué et que le lendemain, je devais jouer, c'était déjà programmé, je ne pouvais pas annuler. Il n'y avait pas moyen. Moi, ça n'allait pas ma santé du coup, et je suis quand même montée sur scène. Et à la fin, je leur ai dit, mais merci, parce que sans vous, je serais en train de me morfondre au fond de mon lit. C'est peut-être ça qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour être des stars et qu'on les regarde comme ça. Et qu'il y en a d'autres qui sont dans le partage et dans l'échange. Moi, je ne suis pas une star. Moi, je suis comme tout le monde, je suis au même niveau que les gens. C'est pour ça que je prends le temps avec tout le monde de discuter, de rigoler, de prendre une photo, de donner des conseils à ceux qui en ont besoin, etc. D'échanger même sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages privés qu'on m'envoie. Pourtant, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui m'écrivent. Et des fois, il y en a qui se fâchent parce que tu réponds pas tout de suite. Ils me disent ah déjà, Alhamdoulilah, j'ai répondu. Tu vois. Et donc j'aime le contact avec les gens. Et pour moi, c'est un échange. Quand je viens et que je donne, bah, eux, ils me donnent autant que moi, je leur ai donné. Et tout cet amour que je reçois, c'est ce qui fait que j'ai encore la force de continuer à me battre et à avancer malgré les galères, malgré les échecs, malgré les portes qui se ferment, parce qu'il y a eu aussi des gens qui m'ont dit mais il y a un directeur de théâtre chez qui j'ai joué, qui un jour m'a accueilli et qui me dit au bout de 2 ans que j'ai joué chez lui, il m'accueille dans son théâtre et il me parle pendant 5 minutes de mon spectacle en me disant que c'est génial. Mais en revanche, le voile, je comprends pas. Pardon? Il me dit oui, je comprends pas, c'est quand même le symbole de la soumission des femmes. Vous vous rendez compte, il y a certains pays où les femmes se battent pour l'enlever. Je dis mais est-ce que c'est une raison pour que je me batte ici pour le garder? Il dit si je suis libre, c'est à moi de choisir ma liberté, on est d'accord. Si moi j'ai envie même de mettre un sac poubelle sur la tête, qu'est-ce que ça peut faire? Il me dit non mais je comprends pas, il me dit vous savez vous avez un passage dans votre spectacle qui est extraordinaire
c'est quand vous parlez de votre père qui remercie la France de l'avoir accueilli. Ça, c'est beau, ça. Tu veux pas que je t'embrasse les doigts de pied, c'est pour t'embrasser? T'es sérieux? Et donc, le type voulait me dire comment je devais faire mon travail. Et en fait, au final, moi j'avais l'espoir qu'en ayant vu le spectacle et en sachant que sa famille était venue voir le spectacle, il ait apprécié et qu'il me propose de me produire. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était juste pour me dire, ton foulard, c'est pas une bonne idée, quoi. Et je fais, pourquoi je me mêle? Et donc, j'ai pas continué dans cette lettre-là, j'ai fini par bouger, mais tu te dis, mais c'est triste quand même d'être dans la culture, d'être dans l'art et de ne pas avoir d'ouverture d'esprit, de ne pas comprendre, de ne pas accepter qu'on puisse être différent, qu'on puisse avoir d'autres convictions et vivre différemment. Et puis tu viens de mettre ton doigt sur mon travail artistique, c'est pas ton travail, hein. T'es mal pour ça. Moi je suis comédienne, j'ai un spectacle, soit il te plaît que tu me gardes, soit il te plaît pas, puis tant pis, tu vois. Donc ça a été compliqué à certains moments. Mais j'ai pas renoncé. Je me suis accrochée, je n'ai pas lâché l'affaire parce que c'est pas à eux de me dicter ce que je vais faire de ma vie. Et finalement je me dis tant mieux, parce qu'aujourd'hui, les gens continuent de m'appeler, même si le spectacle, il y a plein de gens qui ratent parce que ça fait 5 ans que c'est le même. Mais il y a encore plein d'endroits où ils ne me connaissent pas et qui continuent de m'inviter, donc ça va. Avant de poser ma question, déjà je voulais te féliciter pour ton parcours. J'ai eu la chance de te découvrir il y a 4-5 ans dans une petite salle grâce à l'association Mana Athlétique, ils avaient des places. Et j'étais arrivé un peu par hasard dans la salle, pas loin du Marais. J'avais kiffé le spectacle déjà. J'avais passé un super moment, j'étais venu en couple, c'était top. On avait l'impression de rentrer dans ton intimité et aujourd'hui, en écoutant ton histoire et ton parcours de vie, je suis encore plus fan. Voilà. Et je voulais savoir, pour arriver à écrire ton livre, est-ce que déjà tu étais dans la lecture, tu avais une inspiration particulière? Du tout. Moi je m'endors quand je lis. T'as proposé Non, moi je m'endors quand je lis, j'arrive pas à lire. Moi j'ai besoin d'être en mouvement, en action. Et lire, ça me fait dormir. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais quelle idée d'avoir dit oui, pourquoi? En fait, j'ai parlé avec le cœur et puis c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Aussi la correction de ma petite sœur, peut-être. Parce qu'elle est prof de lettres, tu vois, je te dis, elle a arrangé les problèmes de syntaxe, etc. Mais j'ai juste parlé avec le cœur et puis c'est tout. Super, félicitations. Merci. Bonne continuation. Merci. C'est pas une question, c'est juste pareil, bravo pour le parcours, bravo de nous partager ça, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ce type de témoignage, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe par rapport aux femmes voilées, par rapport aux musulmans, par rapport à... Il faudra me faire un débrief parce que j'ai pas suivi en fait. Je sais juste qu'il y a eu une embrouille parce qu'il y a une dame qui est allée... ça je sais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit juste femmes voilées écrit sur toutes les notifs tous les jours. Vous en avez jamais parlé? Je sais pas. Mais en tout cas, non, je pense que c'est ultra inspirant pour les femmes et pour les femmes encore plus musulmanes d'avoir ce type de discours, de ne pas lâcher. Je repense aussi à la petite anecdote sur quand tu mettais le foulard normalement et quand tu l'as mis en turban. Ça, c'est plein de choses qui arrivent dans la vie de tous les jours d'une femme voilée. On va la critiquer parce qu'elle met pas le foulard comme il faudrait le mettre. Mais ouais, moi on voit mes oreilles, c'est trop sexy. En plus, je me maquille, t'imagines? Voilà. Donc ça, c'est plein de petits détails qui arrivent dans la vie tous les jours pour une femme voilée et je trouve que c'est ultra intéressant de mettre en lumière ce type de parcours et voilà, j'ai hâte en tout cas de venir le livre. Merci aussi. Si c'est mon côté rebelle en fait, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. C'est usant en fait, c'est fatigant. Parce que les gens, parce qu'ils ont lu 2 bouquins de religion, ils viennent te donner des conseils en disant tu dois pas faire ça, déjà non. Ta manière de faire déjà n'est pas bonne. T'as pas à me parler comme ça. Même si tu as raison dans ce que tu dis, prends-moi avec douceur, explique-moi les choses, donne-moi envie de m'y intéresser. Comme ce que j'expliquais tout à l'heure en parlant de mon chéri, c'est lui qui m'a donné envie de m'y intéresser parce qu'il m'en a parlé avec amour. Et que c'est ça qui a fait que j'ai pu entendre. Mais sinon au début, enfin, si on te parle avec virulence de certaines choses, tu dis mais attends, c'est pas ça. Je rappellerai toujours, un jour, il y a le mari de ma tante qui vient et puis qui me fait un scandale et qui dit ouais, explique-moi pourquoi tu portes le voile. Je dis pardon. Il dit ouais, pourquoi tu portes le voile? Toi t'es ici, ton mari il est loin. Je dis attends, quel rapport? Il dit en plus, excuse-moi, est-ce que c'est toi qui es responsable de moi? Non, t'es pas responsable de moi. Je suis
moi qui rendrai des comptes sur moi-même. Et puis ma maman, personnellement, elle me dit non, mais comment tu lui parles, faut pas lui parler comme ça, il te conseille. Je dis non, maman, ça c'est pas un conseil. Ça c'est te foutre la honte devant tout le monde. Le conseil, il y a des règles. Tu prends la personne à part, tu lui parles avec douceur, tu lui expliques gentiment, et tu lui dis écoute, moi c'est pour toi que je dis ça, et après c'est à toi de voir comment tu gères. Mais quelqu'un qui te fout la honte devant tout le monde sous un prétexte religieux, il n'a rien compris. Et moi j'écouterai jamais ce qu'il viendra me dire. Quand bien même il a fait des études incroyables religieuses, je ne l'écouterai pas. Parce que pour moi déjà dans son fonctionnement, il fait mal. C'est comme un autre truc, il y a une fille qui m'envoie un message récemment qui me dit oui, je suis en train d'écrire un livre où je voudrais parler du voile et des femmes voilées, de l'islam et machin, parce que c'est d'actualité. Je sais que tu vis une période difficile, mais je me permets quand même de te demander, j'aimerais avoir ton témoignage et puis savoir si tu as des gens dans ton entourage qui voudraient témoigner pour écrire ce livre. Tu veux parler de quelque chose que tu connais pas? La fille elle te dit oui, je veux parler du fait que nous, dans notre communauté, on a de l'empathie, on a de l'amour pour les autres, on a de... Est-ce que t'en as, toi? Est-ce que t'en as? Tu me dis, je sais que tu vis une période difficile, mais en fait, je m'en fous. Je viens quand même te parler de mon projet. J'ai même pas répondu. J'ai même pas répondu, tu vois. Il y a un moment donné, tu regardes les actes des gens et tu dis, ben non, en fait, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste aberrant. Je pense que le vrai problème, en réalité, de la communauté musulmane, c'est que nous-mêmes, on ne se remet pas en question. Nous-mêmes, on ne cherche pas à s'améliorer. Dieu, dans le Coran, il dit qu'il ne changera un peuple que s'il a décidé de changer lui-même. Et c'est à nous, tout un chacun, de faire l'effort de changer déjà. Et peut-être que si nous, on change, le monde autour changera. Mais si nous-mêmes, on ne sait même pas comment se comporter, comment tu veux que ça avance? Comment tu veux que les gens te regardent d'un autre œil? Quand tu arrives sur un terrain et que tu as l'impression que tu es en terrain conquis, puis que tu parles mal aux gens, que tu les regardes de travers, alors que tu as une grande barre, une grande géala, comment tu veux que celui qui n'a rien à voir avec ta religion puisse accepter ou comprendre qui tu es ou ce que tu dégages? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un moment donné, il faut être en cohérence avec ce que tu es censé représenter. Et je dis pas qu'on doit être parfait, tu vois, mais il y a un minimum de bon comportement. Il y a un minimum. Donc si tu veux un jour porter un voile et qu'on voit de loin que tu es un musulman, comporte-toi déjà comme un musulman, après on en discute. C'est logique ou pas? Je sais pas, moi c'est comme ça que je perçois les choses. Il y a tellement de choses qui me fatiguent. Et donc j'en parlais avec la femme de mon père, qui me disait, mais c'est bien Samia, parce que tu as matière à sketch là, tu peux écrire plein d'autres choses. Tu vois, entre ça, puis les pleureuses qui viennent te voir à l'enterrement, chacune. À son âme, arrête, l'Oscar de la meilleure actrice, c'est pas ce soir qu'on va donner, meuf. C'est mon père qui est mort, c'est pas le tien. C'est pas la peine, il y a 5 minutes, tu rigolais, arrête. Tu vois. Et donc il y a plein de trucs que je suis déjà en train de commencer à écrire, parce que je me dis, mais il y a trop de matière. Il y a trop de matière. Et du coup, j'ai bien aimé la reprise, ouais. Ouais, et du coup, quoi? Du coup, tu sens une pression peut-être parfois de la femme voilée qui doit parler au nom des femmes voilées. Ouais, tu savais. Alors il y a la pression de ceux qui sont pas Est-ce que croyants. toi-même tu te sens peut-être si tu as peut-être aussi des choses. Non, pour moi, je représente que moi-même. Tu vois, c'est tout. Et au début, quand j'ai commencé les spectacles, il y avait cette pression-là, et de la communauté musulmane, qui attendait quelque chose de moi. Et des non-musulmans qui disaient, oui, mais en tant que femme musulmane, vous, ok. En fait, je suis pas juste une femme musulmane, je suis pas un foulard sur pattes. Je suis une comédienne, je suis une artiste. Mais sérieux, c'est vrai ou pas? Je suis pas un foulard sur pattes. Moi, avant de me mettre à pratiquer ma religion, j'étais déjà comédienne. Je suis comédienne de formation, c'est mon travail. Je suis là pour faire mon métier. Et donc, je me suis lancée dans l'humour, je suis humoriste, ça. Et après, le foulard, il est là, et puis il fait partie de moi, et puis c'est tout. Et puis, je polémique pas là-dessus. Là, on en a parlé parce que c'est d'actualité, et que je pense qu'il y a des gens qui allaient en parler aussi et d'entendre. Mais en réalité, je fais abstraction. Pas bien. D'autres questions? Comment ça se fait qu'elle capte? C'est ça ma question. Ouais, Moi je capte. c'est la première question qu'on se dit. Mais ouais. On a Orange. C'est Orange qui gagne. Orange. J'ai rien compris. On arrive à faire les lives, ça va. Sans battre en fait. Ah, c'est la petite qui a des questions, alors on t'écoute. Allez. On n'a pas encore le décodeur. Donc, tout d'abord, je voulais aussi te remercier. J'ai peut-être fait, mais je m'en souviens plus, donc je veux bien te remercier à nouveau. C'est un témoignage en 2012. Tu étais venu à un événement que j'avais organisé. C'est vrai que c'était bénévole, comme tu as raconté. C'était une partie d'une dizaine de minutes. C'était sur un sujet qui était assez dur. C'était par rapport aux jeunes
sportifs africains qui sont pris dans des arnaques, dans des circuits, qui se retrouvent sans rien, qu'on ramène en France, on en parle des choses à qui on a même ruiné la famille parce qu'on les a arnaqués. C'était à l'université? C'était ça, à la Sorbonne. Ah ouais. Et Maman, voilà, c'était un sujet dur. Et il y avait un public qui était essentiellement africain. Et donc, arriver avec les vêtements africains, voilà, on a commencé à faire l'accent. C'est vrai qu'il y avait des gens là qui faisaient des lignes en mode qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle machin. Et au final, tout le monde a adoré. Et ça a vraiment détendu l'atmosphère sur un sujet qui était dur. Déjà, je te remercie. Et ce que je note aussi, c'est que, et ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu le livre, c'est que tu as quand même emmagasiné beaucoup de négativité. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui sont arrivées, mais j'étais surpris que déjà dans tes spectacles, tu parles de ta vie, ça ne transparaisse pas plus que ça, et que finalement tu es quelqu'un qui s'attarde pas sur le négatif et qui transforme les choses en positif. Et j'avais découvert pas mal de choses, et je suis aussi content que dans ton prochain spectacle, tu utilises aussi un peu ça. C'est vrai que la remarque que je t'avais fait, parce que je suis journaliste et donc j'avais fait une interview à l'époque, et j'ai remarqué que j'avais l'impression que finalement tu avais même encore préservé entre guillemets la communauté musulmane en t'étalant pas sur plein d'accidents qui sont dû t'arriver, et que finalement tu n'as pas voulu t'attarder dessus. Et du coup j'ai perdu ma question, mais je crois que c'était en rapport avec ça. Je crois que c'était oui, c'était sur ce spectacle que tu prépares. Est-ce que tu comptes... Non, voilà, c'était pas ça ma question. J'allais pas te poser cette question-là, mais bon, maintenant, du coup, je la pose, mais c'était sur... voilà, ce spectacle, si tu parles de la communauté musulmane, ça risque d'être quand même encore une fois très compliqué, parce que à la fois du côté des musulmans... Tu comprends en parler? Ça suffit, on m'a assez donné, mais c'est bon, stop. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand j'ai commencé d'abord avec la communauté maghrébine, afro-musulmane, et puis ensuite ça s'est étendu. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'un noyau dur en fait pour sortir, pour émerger. Tu peux pas, toi tout seul, te faire connaître. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu peux pas te faire tout seul. Donc s'il n'y a pas des gens pour te porter, pour t'encourager, pour t'épauler, tu peux pas réussir. Et donc moi ça a été ça. Ça a été d'abord mes amis, ma famille, mon quartier, et puis les gens qui me ressemblent, et puis ceux avec qui j'ai grandi. Et ensuite ça s'est étendu au reste. Et donc j'ai planté des petites graines un peu à droite à gauche. Et ensuite il y a des événements qui ont fait que je me suis fait connaître davantage. Mais mon objectif c'était pas de faire quelque chose, genre une arabe qui va parler aux arabes. Ça m'intéressait pas. J'ai retrouvé ma question du coup qui est la continuité. Tu as commencé à faire un peu des spectacles en Afrique, enfin tu as pas mal tourné, et du coup je me demandais, est-ce qu'en fait pour toi ce serait pas plus intéressant d'aller là-bas? En fait de faire que ça en fait, à l'international et de laisser tomber. Tu comprends pourquoi je ne veux plus revenir ici ou pas? Parce que j'ai vu que tu as fait le Parlement du Rire aussi. Ouais, je suis passée une fois dans le Parlement du Rire. C'est une émission d'Afrique. Voilà, c'est une façon de jamais Comedy Club, mais c'est tourné en Côte d'Ivoire. Et c'est Maman qui présente l'événement. Et donc, en fait, ce que je disais, c'est que mon objectif, c'était pas de faire un truc communautaire. Je voulais être un peu entre les différentes cultures. Et le problème, c'est que tu es obligé d'être porté par les médias d'abord. Donc j'ai fait les médias communautaires d'abord, les médias afro, maghrébins, de quartier, etc. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'étendre ailleurs. Et donc c'est ça qui fait que maintenant, dans ma salle de spectacle, quel que soit l'endroit où je joue, que ce soit ici ou au Sénégal, ou au Maroc, et bien dans la salle, il y a toujours un super métissage. Il y a des gens de toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les nationalités, parce qu'à un moment donné, ils m'ont vu dans un des médias qui les concerne. Et c'est ça qui est génial, c'est que ce travail de 10 années, en fait, où j'ai planté des graines, ça a permis de me faire connaître à travers tous ces médias-là. Genre le premier média que j'ai fait, moi, c'était un média afro, tu vois. Ensuite, je suis passée chez Maghreb Orienté Express, tu vois, sur TV5. Ensuite, tu vois, à chaque fois, tu passes dans un média différent. Donc, la personne qui ne regarde que son média, elle va te découvrir à un moment ou à un autre. Parce que j'ai jamais refusé aucune interview.
Même des étudiants en journalisme qui venaient me proposer de m'interviewer, je disais jamais non. Donc oui, j'ai mis beaucoup de temps à faire tout ça, mais au final, aujourd'hui, ça paye. Et donc, parmi eux, il y a eu le Parlement du Rire. Parce que quand j'ai fait un passage au Jamel Comedy Club où j'ai fait la différence entre les accents d'Afrique subsaharienne, ceux du Maghreb, etc., bah, ça leur a un peu parlé et ils m'ont fait venir. J'ai fait un passage au Parlement du Rire, j'ai joué en Côte d'Ivoire et ça s'est bien passé et ensuite on m'a fait revenir une autre fois. Il y a aussi autre chose, c'est que depuis petite, je suis fascinée par l'Afrique subsaharienne. Et quand je t'ai dit, ma meilleure amie elle est malienne, j'ai grandi avec elle et j'ai toujours rêvé d'aller découvrir ce coin-là. Et j'avais pas forcément les moyens. Moi. Je viens d'une famille, on est 6 enfants, et puis de toute façon, à l'époque, avant le mariage, tu ne pouvais pas voyager, c'était mort. Ma mère elle disait, mon pied, ton pied, il n'y a pas. Tu veux se marier, tu veux la liberté, tu se maries, après tu dégages, tu vas où tu. Et donc pour moi, c'était pas possible. Et quand j'ai grandi et que j'ai commencé à faire de la scène, etc., un jour, il y a un type qui s'appelle Yass qui m'a proposé de faire une tournée en Afrique. Et là, ça a été le plus beau jour de ma vie. Pour moi, c'est comme si t'aimais manger des glaces et on te paye pour en manger. C'est pas possible, il y a une arnaque quelque part. Et il m'a fait faire Sénégal, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Et genre pendant une semaine j'en pleurais parce que je me disais c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Comme si on t'annonçait que tu avais gagné le loto. Tu dis non, il y a une arnaque quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait l'Afrique subsaharienne, que j'ai commencé à me faire connaître dans ces réseaux-là. Et qu'après on m'a fait venir dans d'autres spectacles, dans les instituts français, dans d'autres festivals. Et effectivement, l'Afrique est en pleine effervescence. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. On a l'impression que tout a déjà été fait ici, mais que là-bas, ils ont envie de plein de choses. Et dans tous ces pays que j'ai pu découvrir, que ce soit ceux du Maghreb, tous ces endroits du Maghreb que je ne connaissais pas, ou d'Afrique subsaharienne, il y a un vrai potentiel et il y a vraiment du travail. Moi, je sais que je rencontre des humoristes ivoiriens, il y a mieux que moi. C'est pas un truc que tu veux étudier de dire, en fait. En fait, tu vois, je fais quoi jusqu'à maintenant? Je reviens de Côte d'Ivoire. Tu veux un scoop? Je passe le 28 décembre, Inch'Allah, dans une émission en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bonjour 2020. Et c'est une émission qui est diffusée sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ça veut dire à partir de ce moment-là, si jamais ce passage-là passe bien, Inch'Allah, on va m'inviter après sur tous les festivals qui auront lieu en Afrique de l'Ouest. Donc, ça va. On va pas se plaindre. Non, vraiment, et puis ça peut paraître très cliché, mais la générosité que tu peux avoir dans les rires là-bas, elle est juste incroyable. Ce que tu te donnes, tu le reçois fois 1000, tu vois. Et ils ont des vrais rires généreux. T'as même pas le temps de finir tes phrases quand tu passes au Parlement du Rire. T'as pas fini la phrase, les gens rigolent. T'as envie de dire, mais j'ai pas vu la vanne encore. Attends. Non, c'est magnifique. D'autres questions? Moi j'en ai eu. Oui. déjà bravo pour tout ce que vous faites. Tu peux me tutoyer, je suis toute seule dans ce gros corps. Pour tout ce que tu fais, donc voilà, j'ai vu l'évolution. Pour moi, c'est un vrai témoignage aussi. De se dire que. Qui a rigolé 3 heures après? Qui a voulu faire ça? C'est toi? En fait, mais il faut t'expliquer longtemps, carrément. Pardon. Voilà. Donc, bravo pour tout le parcours. Surtout de jamais avoir lâché l'affaire. Alors que ça a été compliqué, parce que là, pour qui ils font ça monte direct, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est un vrai exemple, à la fois pour nous et pour les autres générations, les autres habitants des quartiers qui ont des ambitions un peu comme les tiennes, et se dire quoi qu'il arrive, il faut se relever, il faut y aller, et que nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on serre les dents et qu'on avance. Et donc voilà, franchement, c'est une belle chose. Moi, j'avais une question tout à l'heure, c'était de dire comment nous, on peut dire aux plus jeunes, ou même aux moins jeunes qu'on a envie d'échanger avec toi, mais tu as dit que tu réponds à tout le monde. Ouais. Donc là, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Je vais pouvoir diffuser un petit peu. Voilà. Et voilà, quoi. Donc. Le seul message où je réponds pas, c'est quand ils ont marqué coucou, c'est salut. Tu sais, je suis pas là pour faire du chat, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Non, celui qui prend le temps d'écrire un vrai message en disant voilà, bonjour, j'aime ce que tu fais, est-ce qu'on peut discuter, j'ai besoin de ci ou ça, je réponds. Quelqu'un qui clique juste sur le truc, il a marqué est-ce qu'on peut parler avec vous? Non, l'idée c'est d'avoir un vrai échange et un vrai témoignage. Ouais, okay. Non, je réponds à tout le monde. Voilà, super. Tu verras, essaye, tu verras. Ouais, mais... T'as essayé? Et puis c'est drôle parce que chaque personne à qui je réponds, il vient fait c'est avec moi que t'as parlé. Tu te rappelles pas, j'ai mis la 75, c'est moi. Je sais pas qui tu es. Je parle à tout le monde, je sais pas. Mon cerveau, c'est du gruyère. Écoute, sur moi, je suis intéressé pour aller voir le spectacle. J'avais vu des petits passages, mais là, je suis convaincu.
Donc voilà. Et bon, voilà, moi, ma question aussi, parce que moi je me pose à chaque fois la question, parce que quand je viens ici à Bibliothèque, j'ai l'impression de voyager par rapport aux différents témoignages, aux différentes personnes qui viennent. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de se dire comment nous, on peut leur rendre aussi à Bibliothèque, et comment des personnalités comme toi, ou comme les autres structures qui interviennent dans les quartiers, ou de façon un peu plus large, et c'est de se dire voilà comment nous, on peut leur rendre l'appareil. Ils donnent beaucoup, ils donnent de leur énergie, de leur temps, et de leur réseau aussi. Mais comment nous, on peut leur rendre et de réfléchir. Je n'ai pas trouvé la réponse, mais c'est dire ensemble, il va te donner une réponse. On peut y aller. On veut de l'argent. Le nerf de la guerre. Et voilà, donc voilà, par rapport au réseau, par rapport à comment on peut relayer, ça peut être une canette litchi, ou... C'est comme ça qu'on dit litchi ou... Je rigolais pour l'argent. Bon, c'est de se dire, voilà, moi je me pose la question, c'est de dire, voilà, si tout le monde on peut réfléchir à ça, et aussi les personnalités, les intervenants, et voilà comment on peut apporter notre pierre à l'édifice et faire que ça continue, que ça continue à se développer. Moi je suis venue déjà, c'est bien. Ah non. C'est exactement pas trop demandé non plus quand même. Je rigole. Et c'est loin, Sarcelles. Surtout venant de Bretagne. J'étais plus loin. C'est vrai. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Déjà beaucoup dans tout. Alors nous c'est vrai qu'on ne prend pas de subvention, on ne prend pas de dons d'argent, on essaie de tout faire vraiment par nous-mêmes. Nos invités, les personnes qui interviennent, pareil, ils ne sont pas payés, ils viennent vraiment... Oh non. Et... T'es sérieux? Donc en fait nous c'est un peu comme ça, on essaie de créer du lien, de montrer qu'en fait on dégage tous de l'humanité et qu'il faut le partager. C'est ce qui manque en fait dans une société qui tend en fait à l'individualisme, c'est chacun pour soi. Et on essaye de casser ça en fait. Et voilà, avoir des personnes qui nous soutiennent, que ça moi-même, mais il y en a tellement dans cette salle, et c'est venu la famille, même des gens qu'on ne connaît pas, c'est énorme. Et on aimerait vraiment voir ça se développer un peu partout en fait. Et voilà, du coup, maintenant j'en profite pour te remercier d'être venu, parce que c'est pas tout le monde, tu vois, tout à l'heure tu disais oui, je suis pas Rihanna, mais pour nous on a besoin de gens comme ça. C'était bien ça. Je suis Rihanna. Encore merci à toi vraiment. Merci à vous. Justement, ouais, voilà, on voulait commencer déjà par remercier Nawel, l'autre fille, Mohamed, plein de monde, encore Céline, Samir pour leur aide, surtout aujourd'hui déjà, et pour toutes les fois où vous êtes venus. On voudrait aussi te remercier chaleureusement, parce que ça nous touche vraiment non seulement parce que c'est toi, mais en plus par rapport à ce qui t'est arrivé, tu as tenu à venir, ça me tient beaucoup. Et on avait un petit cadeau pour toi, voilà. Et c'est un artiste qui s'appelle Vinci Vince qui a fait ça, qui veut garder l'anonymat physique. Pas se présenter, mais voilà, ça l'a touché aussi, ça l'a touché. J'ai commandé un portrait à un artiste pour offrir à ma belle-mère, en fait, c'est drôle. Et du coup, il y a ça qui est. C'est un grand artiste aussi. Eh ben, merci, faudra qu'il vienne me parler. il est magnifique, merci. Vraiment, c'est. Merci beaucoup à toi. Il y a mon beau-frère qui est là, Adil. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu, franchement, la classe. Il est trop beau, franchement. C'est magnifique. Merci. Bien sûr qu'il a une bonne tête. Il est génial. Et si tu avais vu, tu sais, quand il est parti, il avait un smile de là jusqu'à là. Comme s'il nous disait, débrouillez-vous dans cette vie de merde, moi je me casse. Mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et pas parce que c'est mon papa, s'il avait été relou, je vous l'aurais dit. Mais c'était quelqu'un qui passait son temps à rendre service à la terre entière. Il a été
il a été de la porte d'entrée de plein de gens qui ont quitté le pays et qui sont venus ici, ils avaient besoin de quelqu'un, et papa il a accepté de donner sa maison, de faire travailler des gens qui ont volé dans sa caisse. Il volait, qui volait, il a fait comme si de rien n'était. Il nous a jamais raconté les escroqueries dont il a été victime. Quand on lui demandait, il disait, écoute, c'est entre lui et son créateur. Et ma mère disait, lui, c'est un salopard, lui il a fait ça, il a fait ça. Donc heureusement qu'on a su les dossiers grâce à maman, paix à son âme. Mais c'est quelqu'un qui rendait service à la terre entière, qui était gentil avec tout le monde, qui a ouvert sa porte à tout le monde, au risque d'en pâtir lui-même. Des fois même, je regarde, je disais, mais papa, regarde, tu vois que lui, il t'escroque, tu vois qu'il est en train de t'arnaquer. Il dit, écoute, c'est pas grave, laisse-le. Il dit, c'est lui qui te prend quelque chose, il te le met juste de côté pour plus tard. C'est ça que tu sais pas. Et je me dis, mais waouh, quoi, pour moi, c'est un exemple. Je pense pas lui arriver à la cheville, j'essaye de faire ce que je peux pour lui ressembler, mais il était vraiment exceptionnel et merci pour cette peinture, elle est juste magnifique. Vraiment, merci. Cette semaine, ça fait 3 ans qu'on a créé Bibliothèse. Le premier événement s'est passé exactement le 17 novembre 2016. Ça fait 3 ans, ça passe vite. On a eu une quinzaine d'événements entre-temps. On a eu des beaux moments, des moments tristes, mais on a partagé avec des auteurs, avec des intervenants. Joyeux anniversaire! Bon moment, merci Nawel qui est là tout le temps, vraiment tout le temps. Merci à tous, merci à tout le public, à tous ceux qui regardent nos vidéos comme toujours, qui nous soutiennent, qui nous partagent. Vous savez comment on est, j'espère que notre événement est à notre image, parce que voilà, on est assez simple, on est assez humain, comme on a dit Turkane. Et voilà, 3 ans c'est beaucoup, je ne pensais pas tenir une association aussi longtemps, je suis content, voilà, je suis très ému. Merci. Bravo. C'est que d'autres bibliothèques, depuis le début, que se créent ailleurs. Là, on utilise des livres, comme je vous ai dit, c'était un moyen de partager, c'est un outil, le livre, pour nous, depuis 3 ans. On a réussi un truc qu'on voulait faire depuis longtemps avec Turkane. Je suis content que ça tienne toujours aujourd'hui. J'espère que ça va tenir longtemps et qu'on aura d'autres dans d'autres villes. Voilà, merci beaucoup. De notre collection, de celui-là qui est là, et vous pourrez partager un moment avec sa mère si elle le veut bien, et dédicacer son livre. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Disons-nous les choses avec une madame. Comment vas-tu? Donc toi tu fais des gros plans sur ma tête et puis tu te demandes comment ça va. Mais tu es belle, c'est pour ça que tu dis mon frère, j'ai pleuré, il faut pas mentir comme ça. Après une semaine de deuil là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mon visage est gonflé. Quand tu me dis je suis belle, quelle belle. C'est dans la tristesse qu'on voit la beauté des gens. Comment ça va? Toujours bien. Toujours bien. Ton ressenti après ce bibliothèque? C'était magnifique. Les gens étaient à l'écoute. Et puis j'ai beaucoup aimé l'échange après avec les questions. Et ils ont fini par me faire pleurer en ramenant un portrait de mon papa paix à son âme. Moi je savais que tu allais pleurer. Je savais. T'es obligé. Je savais que ça allait arriver ce moment-là, tu vois. Et du coup, où tu trouves cette force? Parce que tu sais, moi je te trouve lumineuse. Je te trouve joviale. C'est la lumière de ton caméscope. Mais oui. Le gars il met la lumière sur ma figure, puis il dit t'es lumineuse. Oui, t'es lumineuse. Tu es trop lumineuse même. C'est trop même. Non, franchement, t'es jovial. Moi, je t'ai écouté depuis tout à l'heure, je te filmais, je me disais, mais voilà, t'as refait ma soirée parce que moi, j'ai pas de GPS là. Parce que mon téléphone, il était en panne. Tu connais les GPS? C'est pour ça que t'es arrivé en retard. Je suis arrivé en retard. Ça, c'est des mythos des Renois. Ils ont toujours cette histoire de GPS malade, fatigué. Puis la voiture est tombée en panne. Non, c'est toi, tu n'as pas le sens des horaires. C'est tout. Parce que vous fonctionnez avec le soleil là-bas. Et comme le soleil ici, c'est pas pareil, tu sais pas. Et tu m'as refait ma journée parce que j'ai loupé un rendez-vous.
cause du GPS. Et là, je me suis dit, il faut pas que je loupe celui-là. Parce qu'elle est là. Merci d'être venu. Et voilà, ton ressenti après ce bibliothèque, c'est C'était le vraiment public. un chouette moment, les gens sont super, ils ont été vachement à l'écoute. En plus, il y en a plein qui ont acheté mon livre, je savais pas que j'allais devenir riche ce soir en fait. Non, j'ai passé un très beau moment et je crois que le truc le plus touchant c'est ça, faut que tu fasses un gros plan là-dessus quand même. Voilà, j'ai perdu mon papa le 30 octobre, il y a quelques jours, paix à son âme. Et je viens de rentrer aujourd'hui du pays en fait, je suis arrivée ce matin et j'ai juste eu le temps de rentrer chez moi, me changer, puis venir. Et j'arrive là et on m'offre ça et c'est magnifique. Et en plus, ils sont pas venus me dire qui c'était. Je crois qu'il avait peur que je fasse un gros câlin et que je l'étouffe et qu'il n'arrive plus à respirer. Mais t'inquiète pas, moi je vais te balancer ce titre. C'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Je vais te dire ce titre. C'est ça qu'il faut Je vais te faire. dire. Mais où tu trouves toute cette force? Parce que Je trouve toute cette force. tu viens d'un... Voilà, il y a une épreuve qui t'est arrivée dans la vie. C'est mon papa qui était comme ça. Mon papa, malgré les galères qui lui sont arrivées, il a toujours été souriant, il a toujours été dans le partage, dans l'amour, dans l'échange. Chaque fois que quelqu'un lui faisait une crasse ou quelqu'un n'était pas gentil, il disait écoute, c'est entre lui et Dieu, c'est pas grave. Toi, il faut continuer à être gentil. Même ma maman, paix à son âme, elle me disait mais ma fille, tu crois le paradis c'est gratuit? Mais le paradis c'est pas gratuit. Hein. Et en fait, c'est ça. En gros, c'était une manière de te dire si t'es éprouvé, si t'arrives des galères, faut pas qu'en fait tu cèdes à la méchanceté, à la facilité de faire les mauvais choix. Parce qu'en réalité, c'est pour t'éprouver dans ta patience, dans ton quotidien. Et je pense que c'est ça en fait, c'est de se dire cette épreuve, si elle arrive, c'est qu'il y a une raison. Et sûrement, elle est là pour me rendre meilleure en fait. Et je vois que toutes les choses qui me sont arrivées, c'est qu'il y avait du bon derrière. Je voudrais raconter un truc qui est juste ouf. Ça fait 16 ans que j'essaie d'avoir un bébé, puis ça vient pas. Le mois de mars, je suis tombée enceinte. Et enfin, en février, je suis tombée enceinte et je l'ai perdu au mois de mars. Et je l'ai perdu et sur l'instant, pour moi, c'était la fin du monde. J'ai pleuré, je me suis dit mais pourquoi? Mais il y a des filles qui en veulent pas, puis ça vient, puis moi ça vient pas, pourquoi? Je me suis rendue malade. Et en comptant, là, on allait enterrer mon père cette semaine. Si le bébé avait tenu, je serais enceinte de 8 mois aujourd'hui, j'aurais pas pu prendre l'avion pour aller enterrer mon papa. Tu vois? Chaque chose qui t'arrive, c'est pas pour rien. Il y a une raison derrière. Comme il est écrit, derrière un mal, il y a un bien. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il se peut que vous n'aimiez pas quelque chose, mais que ce soit un bien pour vous. Et ça, on ne comprend pas. Après, quelle que soit ta croyance, hein, quand tu réfléchis finalement et que tu regardes, l'univers tend à te faire ressentir des choses et vivre des choses qui vont être un bien pour toi. Dans Candide, il y avait écrit « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Et en fait, c'est ça. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et s'il y a un mal qui t'attend, c'est parce que derrière, il y a un bien qui est meilleur encore, mais tu n'as pas encore le recul pour le comprendre. Donc, c'est en ça que je trouve ma force, c'est que à chaque fois qu'il m'arrive une galère, je me dis bon, il y a une raison. Derrière, il doit y avoir un bien. Des fois, c'est dur. Hein. Sur l'instant, quand j'ai perdu ce bébé, pour moi, c'était la fin du monde. J'ai pleuré, j'ai crié, j'en pouvais plus. Mais maintenant, avec du recul, je comprends que j'aurais dû juste être patiente et que c'était peut-être juste pas le bon moment. Tu vois? Mais le fait que tant d'événements s'enchaînent comme ça dans ta vie et que tu te retrouves aujourd'hui ici, comme on le dit depuis tout à l'heure, les choses sont prévues. Est-ce que c'était pas thérapeutique pour toi aujourd'hui? Parce que j'ai senti que tu avais ce besoin de t'exprimer et d'extérioriser pas mal de choses. Et ça t'a fait du bien, j'ai senti ça dans tes yeux. Ça m'a fait du bien. Parce qu'il m'est arrivé des petites galères, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se comporter en période de maladie, de deuil, qui te parlent mal et qui ne se rendent même pas compte. Si tu te dis, mais il faudrait leur coudre leur bouche à ces gens-là. Et j'ai pas pu leur dire à ces gens-là qui se sont mal comportés. Donc je l'ai dit ce soir, au milieu de tous ces gens, et ça m'a fait du bien. Moi, ça me libère, la parole, elle libère. Et en fait, c'est comme ça que tu me dis, comment tu fais pour être aussi jovial? C'est juste que toutes ces tensions, toutes ces tristesses, j'essaie de la transformer en amour et en humour, et je la partage avec les gens, et ça me fait du bien. Et c'est fou quand même, mais au lieu d'aller payer pour aller raconter mes histoires à un psychologue, je les raconte au public de manière rigolote, et puis c'est eux, ils payent pour venir écouter. T'as vu l'arnaque? Et tu vois, j'ai eu une réflexion avec mes amis récemment. Nous, on a atteint un certain âge, tu vois, on a 40 ans aujourd'hui, tu vois, avec mes amis. Et on s'est dit récemment, lors de l'une de nos réunions, on trouve que les femmes sont plus fortes que les hommes. Surtout mentalement. Ah, c'est pour ça que c'est nous qui mettons les enfants au monde. C'est ça.
Mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'on laisse pas les femmes encore être au gouvernement, parce qu'on sait qu'elles dirigeraient le monde, tu vois. Nous, on s'est rendu compte que... Elles ont l'intelligence émotionnelle, les femmes. Moi, je côtoie beaucoup de femmes, enfin, je côtoie beaucoup d'hommes, parce que j'ai plus un tempérament de garçon. Et je trouve que les hommes, c'est tellement plus simple. C'est basique, un homme. Le chemin, il est là, puis il va tout droit. Une femme, non. Elle a des labyrinthes dans sa tête. Elle se torture, elle dit non, mais tu crois que je sais pas ce que tu as voulu dire au moment où tu m'as dit ça? Qu'est-ce que ça voulait dire derrière? Mais non, j'ai rien voulu dire, juste ce que je t'ai dit. Et en fait, non, elle a des labyrinthes dans sa tête. Elle te fait des explications de texte comme quand on était au lycée. Tu te rappelles? Quand la maîtresse a dit qu'est-ce qu'elle voulait dire l'auteur dans ce texte, elle te disait l'auteur a voulu dire que Nana t'a voulu dire. Espèce de mytho, t'étais là? Qu'est-ce qu'on sait qu'il a voulu dire ça? Ça se trouve, lui, dans sa tombe, il est en train de dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai jamais dit ça, moi. Eh ben, les femmes, c'est ça. Elles font des explications de texte et des analyses sur tout. Et donc, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais. Oui, c'est ce qu'on appelle le côté cérébral, quoi. C'est trop. Des fois, même, ça me fatigue la tête. Hein. Moi-même, je suis un homme, mais je suis un peu comme ça aussi. On me dit que tu es un peu trop cérébral, quoi. Ah, moi, ça, je comprends pas. On me dit ça, quoi. Les gens qui sont comme ça, je comprends pas. J'arrive pas, moi, ça colle pas dans ma tête. Moi, c'est simple. Si je te dis ça, c'est que je te dis ça. Il n'y a pas une autre explication derrière qui veut dire que. Il ne faut pas chercher. C'est pour ça que je disais que nous, on a constaté que les femmes étaient plus fortes que les hommes, dans la mesure où on a des gars qui ont subi des douleurs au fil mais parce des années. qu'ils l'expriment pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, les gars, ils l'expriment pas, alors que les femmes, elles arrivent plus facilement à libérer la parole. Exactement. Et c'est une manière d'extérioriser tout ça, tu vois. Parce que si tu gardes tout ça à l'intérieur de toi, au bout d'un moment, tu imploses. C'est ça. Alors que si tu t'en débarrasses, bah forcément, c'est libérateur et puis ça t'aide aussi à avancer. Donc le fait que les femmes parlent beaucoup, c'est peut-être aussi pour... Exactement. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que tu as vu, le monde ne considère pas les femmes à leur juste valeur, et du coup les femmes, depuis qu'elles sont petites, cumulent des douleurs que les hommes n'ont pas forcément cumulées, notamment dû à l'éducation, quoi. Parce que... Je sais pas, peut-être. J'en sais rien, je saurais pas te dire. Là, on tombe dans une étude sociologique. Exactement, c'est ça. Je me suis inscrit en socio, mais c'était que pour la bourse. Faut pas commencer à croire que je suis sociologue. Moi, j'ai cru que tu allais me sortir une réponse. C'est le théâtre, il faut pas trop demander. En tout cas, madame, je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui, parce que tu m'as transmis de très bonnes vibes, comme on dit dans la musique, et franchement de très bonnes énergies. Et j'ai une dernière question chiante à te poser, parce qu'il faut que je te la pose. Il n'y a rien qui est chiant. Qu'est-ce que tu auras à répondre à ceux qui diraient que, avec toute cette polémique vis-à-vis du voile, que toi, avec ton spectacle et le foulard ou le voile, peu importe comment on appelle, ça serait ton fonds de commerce. Qu'est-ce que tu auras à répondre à ces gens? Dis-moi. Si c'était une manière de gagner de l'argent, je serais célèbre depuis longtemps, donc j'aurais pas attendu 10 ans avant de me faire connaître. Il n'y a pas de question de fonds de commerce. Je trouve que c'est drôle, parce que moi, on m'a pas facilité les choses. On me les a rendues plus difficiles. Donc, pour que ce soit un fonds de commerce et une manière de fonctionner, il aurait fallu que tout soit ouvert plus facilement. Ça fait 10 ans que je trime, là où d'autres copains qui ont commencé en même temps que moi sont arrivés depuis longtemps. Alors, chacun croit ce qu'il veut. Ce climat qui est en France. Tu m'as dit que... On vit au Moyen-Âge. J'ai l'impression qu'on vit au Moyen-Âge. Tu vois, j'ai eu la chance d'aller jouer au Canada ou d'aller faire un tour aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, à Londres, tout ça. Et tu te rends compte qu'en fait là-bas, on s'en fiche de ce que tu as sur la tête. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans la tête. Et je trouve ça dommage qu'en fait en France, on en soit encore là. Genre, ah non, la laïcité, mais c'est notre pays, c'est notre. Calmez-vous, le monde change, le monde évolue. Ils sont arrivés loin et vous êtes toujours bloqués en fait, au Moyen-Âge. Tu dis pas que c'est. Bon, je sais que tu le sais. Que c'est juste une manœuvre politique pour faire monter les extrêmes et du coup les plus faciles sur qui on peut taper dessus, bah, c'est les musulmans aujourd'hui. En fait, concrètement ils en ont même Pendant qu'on parle de ça, on parle pas des choses importantes. Exactement. On parle pas du problème qu'il y a au niveau de la santé. Dans les hôpitaux, c'est la catastrophe. Les infirmiers, tout le monde est en grève, tout le monde sort. On parle pas de cette directrice d'école qui s'est suicidée et à son homme. On parle pas de tous ces professeurs qui sont dans un désarroi total parce que l'État ne fait plus rien. Moi j'ai beaucoup d'amis profs, j'ai même une sœur qui est prof et qui sont dégoûtés du système scolaire parce qu'on voit que les élèves sont dans des états horribles et que personne ne se bouge et qu'on ne fait rien pour que les choses changent. Donc il y a énormément de problèmes à gérer et donc on dit ah vous là, regarde par là, t'as vu? C'est dommage. En tout cas, je te remercie, madame. Et pour finir, pour de vrai, ton livre, parle-nous-en 30 secondes de ton livre. 30 secondes. Alors, mon livre, c'est mon parcours. Ça raconte mon histoire, ça raconte ce que j'ai vécu et la trajectoire qu'il a fallu pour arriver là où je suis aujourd'hui, même si j'ai rien fait d'exceptionnel. Mais Dieu merci, j'ai pu accomplir mes rêves.
aujourd'hui je vis de mon métier. Et donc peut-être que c'est pour ça que la maison d'édition est venue me chercher, parce qu'elle a vu que c'était pas facile finalement de réussir à faire ce que j'ai pu faire. Et qu'ils avaient besoin que j'en parle. De moi-même, j'aurais jamais eu cette prétention de me dire que je vais écrire un bouquin. Mais quand la maison d'édition m'a proposé, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et je me sentais pas légitime. Et puis finalement, avec les retours des premiers lecteurs, je suis hyper contente de l'avoir fait. Même si ça m'a valu des crises d'urticaire, même si j'ai pleuré, j'étais au bout de ma vie en me disant pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui, j'aurais pas dit, tout le monde va se moquer de moi. Et en fait, aujourd'hui, je me dis tant mieux que j'ai accepté. Est-ce que tu te dis pas qu'on devrait tous écrire un livre, à commencer par nos parents, pour ceux qui sont vivants encore, pour laisser des héritages, parce que ce sont des livres vivants. C'est drôle ce que tu me dis, parce que c'est exactement ce qui se passe là. Ma maman est partie, mon papa vient de partir, paix à son âme, et je me dis, mais toutes ces histoires là, il est plus là pour nous les raconter. Tu vois, s'il avait raconté tout ça sur papier, au moins on saurait d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Maintenant, il reste que mes tatas, mais elles veulent pas balancer les blases de ceux qui leur ont fait la misère, tu vois, c'est un peu tendu. Mais moi, j'aimerais bien. Il y a tellement de choses qui sont encore en zone d'ombre, qui sont dans le mystère, que je ne sais pas, parce que j'étais trop petite et que j'ai pas vu. Là, pendant le décès de papa, j'ai appris plein de nouveaux dossiers que mes grandes sœurs m'ont balancé, que je connaissais pas, tu vois. Et je me dis, bon, ça, tu vois, ça se libère un peu, mais j'aurais aimé savoir encore plein d'autres choses que j'ai peut-être pas osé demander. Et si papa l'avait mis sur écrit, ou maman, tu vois, ça aurait été un bel héritage. Donc effectivement, il faudrait que tout le monde prenne le temps d'écrire son histoire. Parce que finalement, c'est eux les super-héros. On a beau être là à aduler des Marvel, des Black Panther, des Superman, mais c'est eux nos super-héros. Ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur culture, ils ont tout quitté pour venir ici et pour offrir un monde meilleur à leurs enfants. Et bien souvent, les enfants ne le rendent pas et c'est dommage, c'est vraiment triste. On prend conscience de ces choses-là qu'une fois qu'ils prennent de l'âge ou qu'ils s'en vont. C'est pour ça que j'essaie d'en parler dans mon spectacle et que je dis prenez soin de vos parents parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils s'en vont. Et c'est ça. Moi, quand j'ai perdu maman, paix à son âme, j'ai essayé de passer le maximum de temps avec papa pour pas regretter après. Là, je regrette pas. J'ai profité de chaque seconde, tous les moments que j'ai pu passer avec lui, je l'ai fait. Quand j'ai pu l'emmener faire kiffer la life, se balader, etc. Je l'ai emmené dans des super hôtels, je l'ai emmené se balader. J'ai fait tout ce que j'ai. Peut-être que j'aurais pu encore faire un dernier voyage. J'ai rêvé d'aller à Oman et j'ai pas eu l'occasion de le faire et je m'en veux quand même un peu pour ça. Mais sinon, tout le reste, j'ai essayé de profiter de chaque seconde au maximum et de le faire kiffer comme lui, il s'est sacrifié pour nous. Ils ont sacrifié leurs rêves afin que leurs enfants réalisent les leurs. C'est ça. Je te remercie. Merci à toi. Tu as refait ma soirée. Je vais rentrer chez moi, je vais être très content. Merci. Et franchement, je te remercie et je respecte ta force. Tu as une force magnifique. Et t'es lumineuse, hein. C'est pas à cause de la lumière de la caméra. T'es lumineuse. Non, c'est les néons là. Voilà, les néons là. Merci beaucoup. Merci à toi.